Alors bonjour, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et nous sommes ici à Caen, rue de la Folie 52, avec monsieur Martel, Gilbert. Gilbert qui est en train de nous présenter le club d'astronomie de la ville de Caen ou... Alors bon, il y a un autre club à Caen. Et nous sommes l'association normande d'astronomie. Donc, c'est une association qui est née en 1978, donc il y a un certain nombre d'années derrière elle maintenant, et qui réunit donc des astronomes amateurs, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés par l'astronomie, qui observent le ciel et qui s'intéressent donc à tout ce qui peut peupler le ciel, ce qu'on appelle les astres, essayer de comprendre comment fonctionnent les étoiles, les planètes, et surtout qui sont des admirateurs du ciel, qui peuvent être aussi des bricoleurs, puisqu'il y a un aspect technique bien sûr avec l'utilisation des instruments, des télescopes, des lunettes, et en tout cas des gens qui vraiment cherchent à approfondir leurs connaissances sur le ciel. Alors, je vais vous poser quelques questions. Alors, question, si vous voulez, quel est votre métier par exemple? Est-ce que c'est en rapport, parce que souvent on se pose la question quand on voit quelqu'un qui a une passion, êtes-vous en rapport, voilà, est-ce que c'est indiscret mais... Non, pas du tout. Moi, je travaille dans l'administration. D'accord. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse de l'astronomie, c'est-à-dire on a des gens de tous âges qui viennent aussi de tous les horizons. Et c'est une association permet de rencontrer des gens autour de justement ce sujet de l'astronomie, des gens très différents. Il n'y a pas une typologie. Moi, j'imaginais, par exemple, j'allais tomber sur un ingénieur ou un type un peu coincé. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne veux pas que les ingénieurs soient coincés, je ne veux pas attirer d'ennui. Mais non. Disons, une personne... vous voyez ce que je veux dire? Un matheux pur, quoi. Voilà. Un mathélème. On en a. Mais ouais. on a aussi des gens qui viennent là par exemple, passion de la photographie. D'accord. Qui viennent là par passion de la réalisation des instruments. Donc, des gens qui peuvent être... très manuel, pratique, etc. Et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de l'astronomie. C'est de voir des gens qui peuvent être d'horizons vraiment très très différents. Et est-ce qu'il y a eu un rapport entre le lieu où on est, qui est calme et magnifique, parce que je crois qu'on voit un parc à côté ici, et le fait d'avoir implanté votre local ici, justement? Alors, c'est un peu un hasard, on va dire. On est chanceux, c'est un local qui nous est mis à disposition par la ville de Caen. D'accord. À côté, oui, effectivement, de ce beau parc dans lequel, d'ailleurs, on peut organiser nos soirées d'observation. Ah oui, c'est bien. Voilà, on est juste à côté. Et toutes les associations n'ont pas cette chance-là, mais on va dire l'idéal pour une association, ce qui fait qu'on a aussi un observatoire en dehors de Caen, à Saint-Georges-d'Aunay, à une quinzaine de kilomètres d'ici, parce que pour l'observation, là, contrairement à ce qu'on peut faire ici, on a des réunions, on a des conférences, on a des ateliers de fabrication, mais malheureusement, la ville est trop lumineuse. Voilà, ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Même si on braque vers l'autre côté. Oui, il n'y a pas d'autre côté. Le problème, c'est que vous avez des éclairages partout en ville. Voilà. Ouais. Et donc, le ciel est voilé en quelque sorte. Et nous, en astronomie, on a besoin du plus d'obscurité possible. Donc, ce qui fait que l'idéal, c'est davantage être en pleine campagne, quand vous n'avez pas d'éclairage. Et c'est pourquoi on a aussi un terrain pour pouvoir observer loin de Caen. Un terrain sur lequel il y a je crois qu'il y a une petite tourelle ou... Des télescopes, oui, où on apporte nos instruments quand on fait des observations. D'accord. Oui, alors on continue. Donc je vous laisse la parole. Je vous ai coupé, je vous avais prévenu, je suis bavard. Non. Et donc l'astronomie, c'est observer le ciel, comprendre les mouvements du ciel d'abord, parce que, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que vous avez des gens qui viennent par exemple aux soirées d'observation
et qui vont nous poser beaucoup de questions sur ce qu'on voit, quoi, tout simplement. Donc on voit des étoiles, des planètes, on voit la Lune, on voit voilà. Comment on peut comprendre ce qu'on voit, quels sont les mouvements, parce que le ciel tourne au-dessus de nos têtes, mais en réalité c'est un mouvement apparent, puisque c'est la Terre qui tourne. Bon, on a l'impression que le ciel tourne, mais c'est nous qui tournons, en réalité la Terre tourne sur elle-même. Et voilà, les gens sont assez émerveillés, admiratifs, quand ils mettent le nez devant un instrument, un télescope, de voir des choses. Alors certes, vous allez trouver aujourd'hui, bien sûr, sur Internet, des images formidables prises par des grands télescopes, mais le fait de pouvoir voir soi-même, quoi. Voilà, une planète, Saturne, Jupiter, la Lune, c'est quelque chose d'irremplaçable, quoi. Voilà. Oui, d'accord, oui, je comprends. Alors, donc, on peut par exemple faire un petit voyage comme ça, on va dire, on va partir de la Terre. Donc la Terre est une planète, elle tourne autour du Soleil, le Soleil est une étoile. Donc déjà, quelle est la différence entre une étoile et une planète ? Bon, une étoile, c'est une masse de gaz énorme comme le Soleil, mais il y en a des beaucoup plus grosses que le Soleil. Et surtout qui a la capacité de fabriquer elle-même sa lumière, sa chaleur, voilà, grâce à des réactions nucléaires qui se produisent à l'intérieur de l'étoile. Donc cette lumière, elle la répand dans l'espace et elle va réfléchir sur des astres qui tournent autour d'elle, comme les planètes par exemple. Donc les planètes, elles ne produisent pas leur lumière, elles ne font que réfléchir la lumière du Soleil. Voilà déjà une différence entre étoiles et planètes. Le Soleil est très près de nous, donc on le voit bien dans le ciel, enfin en journée bien sûr. Mais en réalité, il est semblable à tous ces petits points lumineux qu'on voit pendant la nuit, qu'on appelle les étoiles. Voilà. Les étoiles sont des soleils, mais qui sont situés beaucoup plus loin que notre soleil à nous, et donc qui nous apparaissent comme des petits points. Donc si on part de la Terre, voilà, on a vu le Soleil, notre étoile, il y a d'autres planètes, on a 8 planètes principales aujourd'hui dans ce qu'on appelle le système solaire, voilà. Donc du plus près au plus loin, Mercure, Vénus, la Terre, elle est en 3e position, ensuite Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Voilà. Mais le système solaire ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'au-delà de Neptune, on a découvert des petits corps, des petits rochers, etc., qui tournent encore à une très grande distance, donc dans des régions très froides, puisqu'éloignées du Soleil. C'est ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et puis au-delà encore, on a une sorte d'immense bulle, en quelque sorte, qui appartient encore au système solaire, qu'on appelle le nuage de Oort, et qui est constitué de petits corps alors très très froids, et qui de temps en temps, en quelque sorte, se décrochent, leur trajectoire est perturbée et vont se rapprocher du Soleil, vont être fondus, parce que c'est de la glace, donc fondus par le souffle du Soleil, ce qu'on appelle le vent solaire, et vont former des comètes, voilà, par exemple. Donc les comètes sont des objets qui viennent de très très loin du système solaire, se rapprochent du Soleil avec cette longue queue magnifique qu'on voit pour ceux qui ont pu avoir la chance d'observer des comètes par exemple, et puis repartent ou disparaissent, voilà. Bon, donc là, voilà, ça c'est le système solaire. Et si on prenait le système solaire, oui ça va, ça fait 10 minutes. Si on prenait le système solaire et je sais que le Soleil est à 8 minutes solaire de nous, 8 minutes de nous. C'est ça. Alors comment on dit, 8 minutes lumière, c'est ça ? Voilà. Mais si on prenait le système solaire d'un bout à l'autre, qu'on veuille en faire un paquet cadeau, ça ferait combien en années-lumière ? Est-ce que ça ferait beaucoup ? Enfin, je ne sais pas, je vous pose une question. Est-ce que c'est en années-lumière ? Est-ce que c'est en ce serait en années-lumière. Quand même, parce que c'est si vous prenez le diamètre, quoi. Oui, voilà, ce qu'on considère comme notre système solaire. Voilà, c'est ça. Justement parce que, alors d'ailleurs,
ce qu'on vient de dire là, on ne sait pas exactement où sont les limites du système Oui. solaire. Hein. Oui. Donc il s'étend très très loin. Jusqu'où s'étend l'influence du Soleil? L'influence qu'on appelle gravitationnelle, c'est-à-dire Ah oui. le Soleil attire à lui D'accord. des objets de plus en plus lointains. Et jusqu'où cette attraction s'exerce, Bah oui, c'est ça. ça, bon, on ne sait pas très bien. On a une petite idée. C'est ce mais, qui nous définit hein, la limite du Soleil, voilà, du système solaire. c'est ça. Oui. Et d'autres étoiles voisines Oui. peuvent avoir aussi leur propre système D'accord. planétaire, puisqu'aujourd'hui, c'est une des grandes découvertes, on va dire depuis 1995, c'est très récent, que le Soleil n'est pas le seul à avoir des planètes. On a découvert autour d'autres soleils, Oui. d'autres planètes. Ah, Donc, parce qu'on croyait que, enfin je ne sais pas, je suis naïf, je joue le candide, on croyait qu'en fait il n'y avait pas, on était unique, c'est ça. Voilà, d'une certaine manière. C'est-à-dire, en fait, l'histoire de l'astronomie, c'est un petit peu, on va dire, se replacer à sa vraie place. C'est-à-dire qu'au départ, on imaginait que la Terre, les anciens croyaient que la Terre était au centre du monde. Bon, Oui. Copernic est arrivé au XVIe siècle et il a dit, au XVIe siècle, oui, il a dit, non, c'est le Soleil qui est au centre et la Terre tourne autour. Donc il a changé les paradigmes, voilà, enfin, les ça. manières de Ensuite, on a dit, bon, mais le système solaire le Soleil en fait n'est qu'une étoile qui tourne autour du centre d'un immense ensemble d'étoiles qu'on appelle la galaxie, notre galaxie. Notre galaxie qu'on voit d'ailleurs dans le ciel, c'est ce qu'on appelle la Voie lactée. Alors ce qui est bizarre, oui, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on voit ce dans quoi on est. Voilà. Mais un peu comme si j'étais dans ma salle de bain et que je vois ma salle de bain tout en étant dedans. Parce que c'est bizarre, on voit cette sorte de Voie lactée parce que c'est... lacté, c'est comme Milky Way en anglais, quoi. C'est le lait, la notion de... Tellement... C'est parce qu'il y a plein de petits points. Alors ça vient de la mythologie grecque. Hein. C'est l'histoire de... alors je vais dire peut-être... je me souviens plus maintenant. Hercule peut-être, qui... Jupiter donc était très infidèle à son épouse Héra et il avait eu un enfant. Mes souvenirs me disent que c'est Hercule, alors mais c'est voilà. Zeus. Héra c'est Zeus. Voilà, d'accord. Excusez-moi. Sinon c'est Jupiter et voilà. Junon, voilà, c'est ça. Donc Zeus, il voulait faire que cet enfant tète le sein de son épouse Héra. Donc elle le prend contre son sein, elle le fait téter, mais elle s'aperçoit que c'est pas son enfant et le rejette, et des gouttes de lait qui s'échappent de son sein forment la voie qu'on appelle lactée, pour cette raison-là. D'accord. Voilà. Donc on la Voie lactée, mais alors ce qu'il faut dire, enfin ce que j'ai ressenti moi depuis quelques années, c'est que c'est pour les jeunes particulièrement, c'est de moins en moins facile de voir. Il faut vraiment le bonjour. C'est-à-dire que, enfin je ne sais pas hein, c'est un ressenti que j'ai, mais j'ai l'impression que parfois un jeune par exemple qui se dit je vais faire de l'astronomie, bah, déjà en Normandie c'est pas facile, mais en plus c'est vrai que pour avoir un beau ciel bien clair et dégagé, c'est pas tous les jours quand même, non? Alors bon, vous avez bien sûr les conditions météo qui jouent, et c'est vrai que dans une région où on a souvent de la pluie, comme la Normandie, c'est moins favorable que lorsqu'on est dans le sud, bon, on a davantage de... Alors c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les grands observatoires, les grands télescopes aujourd'hui sont placés d'abord au sommet de montagnes, parce que la couche d'atmosphère est moins épaisse, donc elle va moins perturber l'image qu'on reçoit. Et puis, deuxièmement, dans des régions quasiment désertiques où on a presque plus de 300 jours, 350 jours de beau temps dans l'année. Et il y a un endroit sur Terre qui correspond à ces critères, c'est par exemple au Chili, une partie des Andes tournée vers le désert qu'on appelle d'Atacama, et c'est là que sont construits aujourd'hui les grands télescopes, en altitude et dans des régions très sèches. Où l'atmosphère est très sèche. Voilà. Alors en Normandie, bon, on n'est pas dans ce cas-là, malheureusement. Non. Et puis deuxièmement, il y a aussi ce que je vous disais, c'est-à-dire on parlait de la pollution lumineuse, et on a de plus en plus de mal à observer le ciel et à voir la Voie lactée, en particulier parce que les éclairages sont trop importants. Quand on va dans d'autres endroits, je pense aux particularités en Crète où j'ai vu un ciel magnifique, ou dans le désert du côté dans le désert. Au Sahara, et ben c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même vision. Non. Comme dans un film presque. Alors que là, je l'ai rarement vu comme je l'ai vu ailleurs, quoi. Donc ça veut dire que quand on est astronome,
on peut pas dire il y a certaines passions, par exemple si vous faites de la moto, sauf s'il y a un déluge, ou vous allez prendre votre moto, vous pouvez faire un tour même s'il pleut. Vous, en tant qu'astronome, bon, vous allez pouvoir vous adonner à votre passion en faisant, je ne sais pas moi, de la fabrication d'appareils, mais vous ne pouvez pas dire je vais observer tel jour, nécessairement. Vous n'êtes pas sûr de votre coup. Non. Alors voilà, c'est d'ailleurs un problème quand on organise des soirées d'observation. On n'est jamais sûr de pouvoir la faire réellement. Alors on a maintenant, c'est la météo surtout, hein. Oui. Donc on a des prévisions météo assez fiables sur plusieurs jours. Donc on peut être à peu près sûr d'une soirée, hein. Mais c'est jamais joué d'avance. Si le temps est incertain, les nuages vont arriver. Il va y avoir une couverture nuageuse et on ne pourra pas observer. Oui, d'accord. Et alors, là, je continue, hein. Je vous ai peut-être coupé, vous vouliez continuer ? Non, je voulais simplement agrandir l'échelle, c'est-à-dire on dit, on est parti du système solaire. Alors, effectivement, ça c'est une chose très importante, ce que vous disiez, c'est-à-dire le Soleil est à 8 minutes. Et ça c'est une chose qui est liée à la vitesse de la lumière. On a cru pendant longtemps que la lumière se transmettait de façon instantanée. C'est-à-dire, vous avez un flash de lumière, par exemple, vous êtes à une très très grande distance, vous allez la voir immédiatement. Oui. Or, c'est pas le cas. La lumière met du temps pour se déplacer. Elle se déplace très très rapidement. C'est même la vitesse la plus rapide qu'on puisse atteindre, d'après les théories actuelles, 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Alors 7 fois le tour de la Terre à la seconde, si elle pouvait faire des tours. Voilà. Supposer qu'on puisse la cambrer. Exactement. 7 ou 8 fois le tour de la Terre par seconde. C'est quand même énorme. Oui. C'est ça. D'accord. Et ça veut dire que en astronomie, quand vous observez un objet, donc vous ne le voyez pas tel qu'il est au moment où vous l'observez, mais tel qu'il était au moment où la lumière a été émise par cet objet. Et plus l'objet est lointain, plus vous remontez dans le temps, en quelque sorte. Moi, j'aime à dire que, déjà l'œil, mais quand vous prenez un télescope, vous observez très très loin dans l'espace, à des grandes distances, et donc vous observez très loin dans le temps aussi. Alors, si on part de ce principe, le Soleil est à 8 minutes, ensuite, vous allez prendre la première étoile, l'étoile la plus proche du Soleil, qui s'appelle Proxima du Centaure. Proxima du Centaure est à 4 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière a mis 4 ans pour nous parvenir. Donc on voit cette étoile telle qu'elle était il y a 4 ans, quand la lumière a été émise. Ensuite, si on veut, donc on a un immense ensemble d'étoiles qu'on appelle notre galaxie, la Voie lactée, on en a parlé. Et il y a une galaxie, la galaxie la plus proche, l'autre univers d'étoiles le plus proche de nous s'appelle la galaxie d'Andromède, et elle est à 2,5 millions d'années-lumière. Ah oui, donc à supposer qu'on puisse aller à la vitesse de la lumière, ça voudrait dire bêtement qu'il nous faut 2,5 millions d'années pour aller toucher le bord de la... Ouais. Quand la lumière d'Andromède a été émise, celle que vous voyez dans le ciel, eh bien, sur Terre, nous, Homo sapiens, n'existions pas. On était des hominides. Commençait un peu l'ancêtre qui s'appelait Homo habilis, qui a fabriqué des outils en pierre, etc. 2,5 millions d'années, c'est ça, sur la Terre. Et c'est tout près, finalement, à l'échelle astronomique, c'est pas si loin. C'est très près, à l'échelle astronomique, voilà. Parce qu'après, vous allez atteindre des distances de millions, on va parler en millions, en milliards, et jusqu'à une sorte d'horizon, hein, au-delà duquel on ne peut pas aller. Et d'après la théorie actuelle, on va dire, on est à 13 milliards 13 milliards 8 d'années-lumière. Donc là, ça devient inimaginable, hein, des distances pareilles. Mais vous avez un télescope comme le télescope spatial Hubble, qui est capable, lui, de voir des choses avec des pauses très longues, additionnées, etc. De voir donc très très loin, et de voir à des distances de 13 milliards d'années-lumière, donc qui vous montrent des objets, des galaxies, qui ont émis leur lumière pratiquement lorsque l'univers était très très jeune, commençait. Ah oui, ça j'avais pas cet aspect. Ce que vous me dites là, je n'envisageais pas. C'est-à-dire que j'imaginais qu'il y avait un décalage, mais j'imaginais pas que ça pouvait être en millions d'années. J'imaginais pas que c'était. C'est énorme. C'est le principe amusant un peu de l'étoile morte, quoi. Certaines étoiles sont mortes maintenant actuellement,
mais elles continuent d'émettre... Peut-être que certaines étoiles, effectivement, on voit des étoiles, surtout des étoiles géantes qui explosent à la fin de leur vie. Donc ces étoiles que nous observons aujourd'hui, qui sont très loin, ont peut-être déjà explosé, effectivement. D'accord. Donc Oui, ne parce présente plus sous l'aspect... une étoile, c'est un peu comme voilà. une voiture. On connaît en gros ses phases. Non, on a Oui, des chances de oui. connaître ses phases. Voilà. C'est-à-dire, on se dit, bon, elle est là. Par exemple, notre Soleil, il est à peu près au milieu. Non, Voilà, c'est ça. il est 5 en gros... milliards, 5 milliards d'années. Donc, Pas mal. à notre échelle, on a encore du temps. 5 milliards encore d'années. D'accord. Sa vie, c'est 10 milliards d'années à peu près. Donc, comme vous disiez, on est à peu près au milieu, 5 milliards d'années. Et alors, est-ce que vous auriez une idée, parce que là c'est important, vous me parlez de galaxies, ce qui est déjà immense, on comprend, et vous m'avez dit il y a des milliards de galaxies Oui. dans l'univers. l'univers, Alors l'univers, c'est le grand tout. On ne peut pas aller plus grand, enfin on ne sait pas, mais Voilà. ça paraît Alors, être nous, le plus... on distingue en général en astronomie l'univers observable, c'est-à-dire ce que nous permettent d'atteindre les instruments les plus perfectionnés aujourd'hui, et puis l'univers lui-même, qui serait peut-être encore plus grand, Ah oui. et, à ce moment-là, dont on n'a aucune idée véritable, quoi. Parce que l'univers peut s'étendre au-delà de ce que nous voyons, nous, D'accord. de l'univers. Oui, Voilà. d'accord. Donc là, déjà, on touche, voilà, rien que le fait d'être venu, ça me fait repenser à ce que j'avais pas vu du tout, c'est que finalement, le temps est lié à l'espace aussi. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et alors, à cette occasion, on est quand même des nains spatiaux, nous, parce qu'on a eu l'impression qu'en 69, je sais pas, je vous donne mon sentiment, on a eu l'impression qu'en 69, ça doit être ça, juillet 69, la Lune, la grosse fête, et on a eu l'impression qu'on allait coloniser le monde entier, enfin l'univers. Or, en fait, on n'est pas loin. Alors, quand vous dites nain, Entre c'est guillemets, déjà... c'est Non, d'abord, mais je veux dire, c'est c'est déjà péjoratif. c'est déjà trop. Oui, Parce qu'on est quoi, un infime, on va dire, atome, une infime particule, quoi, à l'échelle de l'univers qui est donc, énorme. Dans la galaxie, on a dit dans la Voie lactée, des étoiles comme le Soleil, ou un peu plus petites, ou beaucoup plus grosses, enfin, il y a des tailles différentes d'étoiles. Vous en avez des milliards. donc voilà, on a bien dit des milliards. Des milliards. Et voire même, on va dire, jusqu'à 100 milliards d'étoiles, hein, à peu près, dans la galaxie. Et dans l'univers des galaxies, vous en avez des centaines de milliards. Voilà. Donc, c'est sûr que aller à cette échelle-là, c'est-à-dire qui est tellement vaste, quoi, qu'on ne peut pas se la représenter, on est quelque chose qui n'existe pas, on pourrait dire pratiquement. On a enfin, c'était de l'ordre d'idée, je ne sais pas, c'est sans doute faussé, mais j'avais un ami qui me disait que peut-être si on était un grain de sable, eh bien l'univers, ce serait le tour de la Terre sur plusieurs kilomètres d'épaisseur de sable, et nous, on serait même pas une petite. Donc c'est vraiment, on ne peut pas se représenter le... Et alors ça veut dire, c'est assez fascinant, parce que ça veut dire que finalement, on est un peu prisonnier de notre... On est prisonnier là où on est là. On est prisonnier, je veux dire, il n'y a pas de volonté de porter un jugement, mais on est quand même un peu prisonnier de... On a l'impression qu'on peut aller partout, mais on est dans un parc immense et... Oui, alors bien sûr, ça pose la question des relations qui peuvent exister entre... Parce que si, effectivement, l'univers est tellement vaste, si autour de beaucoup d'autres étoiles existent d'autres planètes, on peut se poser la question, bien sûr, c'est ce sujet sur les exoplanètes, hein, c'est-à-dire des planètes qui sont en dehors de notre système solaire. Existent des exoplanètes qui certainement doivent ressembler à la Terre, avoir des conditions pas trop défavorables comme les nôtres pour accueillir la vie, et donc que la vie puisse exister statistiquement. Voilà. Ce serait bien étonnant que la vie n'existe pas ailleurs dans l'univers, quoi. D'accord. Alors après se pose le problème des relations. Et là, on est confronté effectivement au sujet des distances, du transport, parce que si pour rejoindre, vous voyez, l'étoile la plus proche, vous mettez 4 ans à la vitesse de la lumière, voilà, déjà. qu'on est très très loin d'atteindre aujourd'hui, nous. Et si on était capable de l'atteindre, pour aller plus loin, vous voyez, le temps serait multiplié aussi. Donc, d'accord. voilà.
Donc là, quand je voulais parler de nains, on a l'impression parfois qu'on nous vend un peu l'espace en disant on ira sur Mars, on ira ailleurs. Mais on a l'impression, j'étais en train de penser, mais c'est une pensée personnelle, que finalement, à une époque, les Romains ont découvert la Méditerranée, ils l'ont conquise tout entière. Donc on a eu une époque de développement. On a eu une époque où il y a eu, après 1492, la découverte de l'Atlantique pour nous. Et puis on a eu l'impression un peu, quelque part, qu'en 69, c'était un peu pareil avec l'espace, mais que c'est un pétard qui est pas parti, quoi. Enfin, ça donne un peu cette impression. D'ailleurs, quand on voit l'investissement, peut-être je fais des erreurs, mais de la NASA, par exemple, je crois que la NASA a arrêté d'envoyer elle a sous-traité l'envoi de satellites. Aux États-Unis, je crois que c'est une société privée qui envoie des satellites. Il y a une partie de cette activité qui est sous-traitée carrément, et on a l'impression qu'il y a un peu, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est pas que c'est vain du tout, mais parce que la conquête de la Lune, ça a quand même été une volonté politique avant, pas mal. Oui. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire si on va sur Mars. Je vous dis, on va sur Mars. Qu'est-ce qu'on va y faire et qu'est-ce que ça va nous donner? Peut-être que c'est basique comme question, mais qu'est-ce que ça va nous donner finalement? Alors, je crois d'abord, une chose sur l'appel au secteur privé a toujours existé. C'est-à-dire que déjà, à l'origine du programme spatial américain, par exemple, l'envoi de satellites ou même l'homme sur la Lune, c'est sous l'autorité de la NASA, qui est une organisation d'État, mais faisant travailler une multitude d'entreprises privées. Donc ça a toujours déjà existé, d'accord. Donc ça a déjà existé. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui des grands milliardaires américains qui envoient leurs fusées, Jeff Bezos, etc. Mais en réalité, là, on est dans un aspect tourisme spatial, donc c'est autre chose. Mais l'intervention des compagnies privées dans les programmes spatiaux aux États-Unis, c'est quelque chose de très ancien. Il y a déjà des satellites, par exemple, de communication qui étaient lancés par des compagnies privées. Bon. Alors, maintenant, sur l'autre aspect qui est pourquoi évidemment, c'est une grande question, mais on va dire, l'homme découvre son environnement depuis ses origines. C'est-à-dire que il a commencé peut-être à lever la tête au-dessus de la savane. Il a vu une forêt, il a voulu explorer la forêt. Oui. Comme vous disiez, plus tard, il s'est lancé sur les mers pour explorer les côtes. Et il a découvert d'autres continents. Il a exploré le fond des océans, pas complètement d'ailleurs, parce qu'il reste encore certainement beaucoup de choses à connaître. Le sommet des montagnes. Et puis maintenant, il veut connaître l'environnement de sa planète. C'est-à-dire, il a été sur la Lune, et puis il ira sur Mars. Mais ce qui paraît gênant, je vous coupe, mais ce qui paraît gênant, c'est que ça a l'air froid et froid ou chaud et vide, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Quand Christophe Colomb arrive là-bas en Amérique centrale, je ne sais pas où, eh bien il commence par vivre, il mange, il boit, il dort, il vit, quoi. Et là, on a l'impression que c'est hostile, cet univers. Je ne sais pas, c'est le ressenti que j'en ai, quoi. C'est vrai que c'est compliqué alors de s'installer ou sur la Lune ou sur Mars. C'est beaucoup plus... Ou dans une station spatiale. C'est très compliqué parce que vous devez tout apporter. Vous n'avez rien pour vivre. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin effectivement de manger. Vous avez besoin de ne pas être irradié en permanence par des rayonnements mortels. D'être protégé donc aussi. Voilà. Tout ça, c'est vrai que c'est un environnement peu accueillant. Voilà. L'espace, voilà. Maintenant, moi je pense que il y a un aspect malheureusement, je dirais, qui est l'aspect mercantile, c'est-à-dire on a des gens qui aujourd'hui pensent que on va pouvoir débarquer sur les astéroïdes et creuser des mines pour trouver des métaux, etc. Donc là il y a un aspect économique qu'on ne peut pas nier, moi qui ne m'intéresse pas d'une certaine façon, mais ce qui m'intéresse effectivement c'est cet aspect découverte
c'est un aspect, la science, c'est ça. La science, c'est la découverte, c'est-à-dire que vous alliez au cœur de la matière, au cœur de l'atome ou en biologie, au cœur des cellules vivantes, pour comprendre comment tout ça fonctionne, voire guérir, par exemple, peut-être aussi. L'espace a apporté des technologies nouvelles qui ont servi sur Terre. On pourrait en énumérer beaucoup, quoi. Mais il y a aussi cet aspect de pure connaissance, on va dire d'une certaine manière, de pure connaissance, de découverte, de compréhension du monde. Et ça, moi, je suis assez attaché à ça, c'est-à-dire je pense que c'est quelque chose qui nous pousse, quoi, d'une certaine façon aussi. Et c'est la motivation de la science, quoi, et des scientifiques. Et alors, est-ce que, bon, on va revenir sur le sujet, mais est-ce que quand des jeunes viennent vous voir, je pense à des jeunes qui ont peut-être un peu plus de possibilités, pas 8 ans, mais des ados, 17, 15, 16, qu'est-ce que vous leur conseillez? Est-ce que vous leur conseillez d'acheter carrément un télescope? Est-ce que vous leur conseillez d'attendre un certain temps, d'en louer? Peut-être ça se loue, je ne sais pas, je dis ça. Est-ce qu'il faut un gros télescope pour forcément faire des grosses observations? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, ça coûte rien, ce sont nos yeux. Voilà. Et ça, déjà, c'est-à-dire que vous allez vous habituer à la carte du ciel, ce qu'on appelle la carte du ciel. Donc il y a des petits outils très simples qu'on peut même imprimer sur Internet, fabriquer sa propre carte du ciel, et puis repérer les étoiles. Voilà. Parce qu'avant d'acheter une voiture, avant de prendre la route, d'apprendre à conduire, etc., c'est bien d'avoir une idée de l'endroit où vous êtes, et puis de ce qui vous entoure, et peut-être de savoir où vous voulez aller. Donc je dirais que c'est la première chose, la carte du ciel. Observer. Ensuite, avec des instruments très simples, effectivement. C'est-à-dire, peut-être une paire de jumelles. Alors, ce qui compte beaucoup en astronomie, c'est la stabilité. C'est-à-dire, pas hésiter, par exemple, à monter sa paire de jumelles sur un petit trépied, type appareil photo, de manière à ce qu'elle soit bien stable. Voilà, parce que quand vous les avez en main, vous allez bouger, ça va être plus compliqué. Ensuite, on peut passer à un instrument comme celui-là, qui est la lunette. Voilà. Alors, pendant qu'on est en train de faire des mises au point, je vais faire une mise au point sur vous au passage pour pouvoir être sûr. Ah voilà, il est en train de faire le zigoto parce que j'ai un problème de mise au point. Hop, et voilà, ça doit être pas mal. Voilà, alors là, on va voir une lunette astronomique. Voilà, la lunette astronomique. Donc ça, c'est l'instrument, on peut dire, optique, le plus ancien. C'est celui qu'a utilisé pour la première fois Galilée. Voilà, et avec ça, il a vu les reliefs sur la Lune, il a découvert les 4 gros satellites de Jupiter. Donc c'est en fait, voilà, ici vous avez alors ça s'appelle, je précise, ça s'appelle une lunette et pas un télescope. Voilà, lunette. Voilà, la différence. Alors en anglais, on fait la différence entre réfracteur et réflecteur. Réfracteur, la lunette, et réflecteur, qui réfléchit, le télescope. Mais en français, c'est plus simple. On a la lunette. Donc la lunette, vous avez ici une lentille. Et puis de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle un oculaire, c'est aussi un jeu de lentilles. La lumière rentre ici. Elle traverse le tube et on vient observer ici, et le grossissement se fait ici. Voilà. Donc la lumière est concentrée et puis elle est grossie ici. Et l'ordre d'idée d'un engin comme ça, alors vous en avez à tous les prix, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens, par exemple, qui achètent un instrument pour leur enfant, voilà, des grands. J'avais
un papy là, qui est venu me voir à la maison et qui avait acheté un instrument pour son petit-fils, mais demandez conseil avant, voilà, justement. Demandez conseil à des associations. Parce que on va vous vendre des lunettes ou des télescopes, alors à des prix évidemment très, très bas, mais de mauvaise qualité. Hein, et vous ne pourrez rien faire finalement avec. Donc il vaut mieux compter sur un peu de qualité. Un instrument comme celui-là, c'est pas non plus très cher. C'est-à-dire, je sais pas, pour une centaine d'euros, 150 euros. On peut démarrer à 100 euros. Une belle lunette astronomique. Voilà. D'accord. Alors rappelons aussi une chose, parce que ça c'est le côté... Rappelons qu'on ne regarde jamais le soleil avec cet engin-là. Jamais. Hein, parce que justement, eh bien, le soleil vous brûlerait les yeux. Exactement. Et donc surtout, quand je disais d'utiliser des jumelles, aussi c'est la restriction de jamais utiliser les jumelles pour regarder le soleil ou des objets brillants. Hein, voilà. Et alors là, ça, on n'est plus dans la lunette. Alors ici. là, voilà, donc un télescope. C'est-à-dire que, en fait, vous avez ici un miroir. Le principe est différent. Hein, c'est-à-dire que la lumière donc va entrer ici. Elle va être réfléchie. Alors que dans la lunette, on avait une trajectoire directe de la lumière et on observait au bout de la lunette. Ici, vous avez un miroir creux, hein, concave, qui va concentrer la lumière derrière cette petite pastille ici. Qui est aussi un petit miroir. Il y a un petit miroir qui renvoie la lumière à 45 degrés. Et vous allez observer ici. Voilà. Il est tout petit celui-là. Alors ça c'est un petit télescope d'un certain type, parce qu'on peut trouver aussi plusieurs types de télescopes, hein, mais voilà, on est quand même à 114 mm. Hein, donc et il est fixé, disons, à peu près au milieu, sur une sorte il a du feutre qui permet de mettre un trépied. Comme ici, hein, on a ce qu'on appelle une monture. D'accord, hein, c'est mieux de l'appeler par le nom. Hein, oui, qui le lançait. Et puis on a un trépied pour le poser. Voilà. D'accord, donc ça peut-être un budget un peu supérieur, peut-être. Oui, alors pas forcément. Non, mais pas forcément. Voilà, dans les mêmes eaux, j'ai peut-être un peu exagéré pour la lunette. Je pense qu'on peut trouver des bonnes lunettes à moins de 100 euros. D'accord. Et puis là, vous êtes à 150 euros pour un petit télescope déjà de qualité. Hein. Et il y a toujours un petit coup de téléphone chez vous du côté de Caen. Si on est sur le bon coin, qu'on a un doute, eh bien on vous renvoie peut-être le lien, on vous parle et on vous demande, parce que c'est vrai que attention à ce qu'on achète, c'est bête que ça reste dans le fond du garage bêtement. Voilà, c'est ça. D'accord. On continue donc avec notre histoire. On a parlé du télescope, on a parlé de la lunette, les deux appareils, et avec ça, eh bien, on part faire ses observations. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce que je regarde? Parce que moi, personnellement, je ne voudrais pas parler de mon cas, mais quand j'ai eu 20 ans et que j'ai eu les moyens d'acheter un petit peu de matériel, je me suis acheté un beau télescope comme celui-là, et puis il faisait froid quand je sortais, et puis j'ai fait l'erreur de ne pas m'intéresser trop au ciel, et puis je m'imaginais que j'allais avoir les images qu'on voit sur Internet, quoi, hein, c'est-à-dire les constellations, les machins, les trucs, et puis en fait, j'ai eu des points, voilà. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour pas faire l'erreur que j'ai faite? Alors, et qu'est-ce qu'on va avoir de plus avec un télescope finalement, ou avec une paire de jumelles? Alors vous allez voir des objets, on parlait de Galilée tout à l'heure, c'est Galilée quand il a... Alors Jupiter, c'est une planète qu'on connaît depuis l'origine des temps. Oui, hein, dès que les hommes ont commencé à observer le ciel, ils ont vu des planètes, certaines planètes étaient visibles, d'autres n'ont été découvertes que par le télescope justement. Oui. Mais Jupiter, on la connaissait. Par contre, ce qu'on n'avait jamais vu, c'était les satellites autour de Jupiter. Ah oui, avec une petite lunette avec une lunette ou un petit télescope, vous verrez ce qu'a vu Galilée. Vous verrez les 4 satellites principaux de Jupiter et vous verrez surtout leur balai. C'est ça qui est fantastique, c'est-à-dire qu'ils tournent autour de Jupiter, ce qui d'ailleurs a fait Galilée, ça a été une révolution aussi de la conception du monde, parce que on imaginait que tout tournait autour du Soleil et que seule la Terre avait un satellite, la Lune. Oui, d'accord. Oui, c'est pas le cas. D'accord, c'est-à-dire qu'on a d'autres planètes ont des satellites. Voilà, c'est ça. Et vous verrez les 4 satellites de Jupiter, vous les verrez bouger autour de Jupiter. Ce que vous verrez un soir,
sera différent de ce que vous verrez un autre soir. Voilà. D'accord. Donc c'est une bonne proie, on va dire, facile, puisque c'est Voilà. une des étoiles le plus Jupiter, lumineuses. Enfin, c'est pas une Saturne, étoile, des mais- planètes. Voilà. mais c'est bien Jupiter, lumineux. Saturne, avec son anneau, Oui, vous d'accord. verrez l'anneau de Saturne. Parce que D'accord. vous ne voyez, à l'œil nu, vous voyez Saturne, un point Oui. lumineux, mais pour voir son anneau, il faut un instrument. D'accord, Voilà. d'accord. Et vous vous promènerez sur la Lune avec un instrument. C'est-à-dire Oui. que, bon, vous voyez la Lune comme ce gros globe là, Oui. éclairant la nuit, ou parfois dans la journée même, mais avec un télescope, vous allez voir le relief lunaire, les cratères. D'accord. Il y a des choses magnifiques, par exemple, au moment où le soleil est rasant sur un Oui. cratère, vous avez une partie de la paroi Oui. qui est sombre, et puis vous avez un petit pic au milieu qui est éclairé. Vous voyez, Ah un petit oui, pic d'accord. éclairé au milieu. Donc vous allez rentrer dans le paysage lunaire D'accord. avec un instrument. D'accord. Voilà. Et tout ça, et puis bon, avec des instruments un peu plus puissants, vous verrez la nébuleuse d'Andromède, c'est-à-dire la galaxie la plus proche de la nôtre. Vous verrez très bien son noyau avec les bras qui D'accord. s'enroulent autour. Et puis vous verrez d'autres objets qu'on appelle des nébuleuses, par exemple, des grands nuages de gaz. qui Oui, se c'est trouvent ça dans que je croyais l'espace. voir, moi. Voilà. Oui. Mais bon. Alors vous les verrez pas comme ça, Oui, et vous ouais, les non, verrez pas voilà. en couleur, Voilà, bah mais vous les verrez de vos propres yeux. D'accord, quoi. d'accord. C'est-à-dire, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Et on peut voir un peu ce genre de choses que vous nous montrez derrière. Bien sûr, là. bien Oui, sûr. D'accord, c'est impressionnant. La nébuleuse d'Orion, par Oui, exemple, oui. alors bon, ça demande déjà un petit peu d'expérience, mais on va dire, et peut-être des filtres, mais D'accord. au fur et à mesure, hein, vous allez perfectionner votre technique d'observation, et vous pourrez très bien voir la nébuleuse d'Orion. Voir des étoiles, on parlait des étoiles qui explosent à la fin de leur vie. Hein. Oui, oui. Donc elles deviennent comme des petits ronds de fumée dans l'espace D'accord. qui s'étendent. Et ça, on en connaît une, par exemple, c'est la nébuleuse de la Lyre, dans la constellation de la Oui, Lyre. ça me dit C'est quelque ce chose. petit anneau là, Mhm. on le voit avec un instrument, quoi. Comment Ouais. une étoile est morte. Et alors, à vous entendre, on a l'impression vraiment que, comme il y a des clubs d'astronomie partout, on a intérêt quand même à se rendre. C'est pas pour. Vous ne m'avez pas payé. Vous ne m'avez pas payé, je ne suis pas soudoyé, mais si vous voulez, je suis toujours d'accord, hein, quelquefois. Non, mais on a l'impression quand même que pour l'efficacité, parce que pour avoir vécu l'inverse, il faut mieux aller voir des passionnés, ne serait-ce Oui. que dans la manière Oui. de... Parce Bien qu'on a le réflexe de dire on va aller sur Internet, bah oui, mais oui, ce que vous venez de me dire, bah tiens, commence à regarder Jupiter, je ne sais pas, commence à regarder Saturne, ça, bah, je ne savais pas. Mm. Hein. Donc, on va voir un club d'astronomie, on commence à discuter avec les gens. Et Bien puis sûr. déjà, ça commence peut-être déjà avec le matériel. Et Voilà. puis- C'est-à-dire, vous allez trouver, déjà, vous allez pouvoir échanger, Oui. ce qui est le but d'une D'accord, association, oui. de pouvoir rencontrer des gens, échanger, ce qui est très important en soi. Et puis ensuite, vous allez trouver des gens qui vont pouvoir vous conseiller D'accord. sur la technique, effectivement, avant d'acheter un instrument, être sûr d'acheter un instrument qui va Oui, bah oui. vous être utile. Hein, Voilà, qui ne va pas rester dans le Et garage. ensuite, sur l'observation, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir Mmh. aussi vous dire comment observer, Oui. ce que vous allez pouvoir observer, à quel moment de l'année, parce que selon le moment de l'année, les choses sont différentes. Hein, le Voilà, ciel, en se- plus, le ciel en plus. change. Donc ouais. voilà, il est conseillé quand même de se faire conseiller, c'est le cas de le Mmh. dire. Et alors, Ouais. parce que c'est pas de par chez moi, je ne sais pas si vous connaissez, mais alors, par chez moi, dans un des villages, j'ai jamais vu ça, mais il y a un monsieur qui a une petite, ça s'appelle une coupole peut-être, une Oui, sorte de hein, petite c'est ça. cabane avec dessus un arrondi, Mmh. et je pense qu'il est passionné d'astronomie. Alors, est-ce qu'on connaît le nombre d'astronomes amateurs licenciés dans les clubs en France? Il y en a combien? Vous représentez Là, combien? je pourrais pas donner savez pas un chiffre, mais il y a des milliers, je pense peut-être. Si on prend le nombre d'associations déjà, Oui. on a des centaines d'associations Ah oui, à ce d'astronomie, niveau-là, voilà, d'accord. dans toutes les régions de France. Et bon, je sais pas, après il faudrait faire une multiplication approximative. Mais Vous oui, avez oui. des grosses associations, des plus petites comme la nôtre. hein, Et mais est-ce petites que, associations. pardon, mais est-ce que le contingent de membres diminue, augmente, est stabilisé? Est-ce qu'il y a des tendances? Oui, bah en ce moment, on est dans évidemment une mauvaise période. La tendance n'est pas bonne en raison Ah de, bon. de la Le crise Covid, sanitaire. oui, puisque oui, mais mis de en côté dehors cette de ça, crise. voilà. Oui, C'est
c'est difficile, quoi. Oui. C'est un petit peu difficile. Alors, je pense que selon les associations, les choses sont différentes. Hein. D'accord, La oui. taille de la ville, Oui. voilà, des choses comme ça. Mais c'est pas toujours facile aujourd'hui. Je pense que c'est un petit peu un problème que rencontrent toutes les associations. D'accord. Enfin, Oui. d'après ce que j'ai pu échanger. Les gens se déplacent avec, un peu moins. Quoi. Voilà, c'est ça. Ils font un peu plus on a les écrans et peut-être on a moins recours. Oui. Alors, peut-être que ça dépend aussi du type d'association, de ce qu'on fait dans une association. D'accord. Pour nous, avec des conférences, alors, par contre, ce que je vois, c'est qu'au niveau des soirées d'observation, on peut avoir une très grande quantité de personnes. D'accord. Alors, on a fait une soirée, c'était il y a 2 ans, ici, au parc à côté, et on avait facilement 200 personnes. Quoi. D'accord. Voilà, sans faire non plus trop de Et vous avez pu convertir voilà. des fidèles, non Oui, quelques-uns, mais après, le problème, c'est de garder dans la durée, quoi, de pouvoir continuer dans la durée. Pourtant, c'est important parce que voilà, si on veut transmettre aussi tout ça. Parce que je me rappelle à l'ère de... Alors bon, les gens ne connaîtront pas ça, mais l'ère de Système D, où ils polissaient des miroirs. C'est ça. Alors peut-être qu'ils font toujours. On en a poli ici. Voilà, alors on prenait une... Alors c'était du verre, hein, tout simplement. Alors je ne sais pas quel verre. Et puis on prenait de l'abrasif, une sorte de papier de verre très léger, ou je sais pas, une pâte à rôder. Aussi. Et puis, je sais pas comment on faisait. Et puis finalement, on polissait ces miroirs et on fabriquait entièrement son télescope. Enfin, le polir, c'est-à-dire lui donner justement cet arrondi qui va permettre de concentrer la lumière dans le télescope, donc de faire une forme concave dans la lentille, et puis ensuite de l'illuminer, c'est-à-dire de le revêtir, de lui donner un revêtement réfléchissant. Donc c'était de l'argent, par exemple, qu'on devait couler sur le verre, donc c'était compliqué. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup moins d'astronomes qui se lancent dans la fabrication des miroirs. Oui, bien sûr. Les prix aussi sont moins élevés. On a des instruments, des grands instruments à des prix beaucoup plus abordables, quoi. Et alors, au niveau de... On peut trouver du matériel sur Internet, sur bien sûr, Le Bon Coin, on peut... Et vous demandez, oui. Alors là, je dirais que c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a dit sur les associations, c'est-à-dire que mieux vaut, c'est-à-dire même si vous devez payer un peu plus cher, mieux vaut s'adresser à des vendeurs vraiment professionnels qui connaissent leur boulot. Voilà. Donc il y a des opticiens, et encore tous les opticiens sont peut-être pas non plus des spécialistes en astronomie, mais vous avez des boutiques spécialisées. À Paris, par exemple, vous avez la maison de l'astronomie qui a dû changer de nom, mais on peut la retrouver. Ou bien le télescope, sont des boutiques spécialisées avec des gens qui sont des passionnés d'astronomie et qui vont pouvoir vraiment vous conseiller. C'est toujours mieux que de faire un achat comme ça sur Internet sans avoir de... D'accord, oui, voilà. C'est vrai. Et puis on peut être impressionné par le prix en se disant forcément c'est du bon matériel et puis parfois... Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que... Alors, est-ce qu'il y a un côté philosophique dans l'astronomie? C'est-à-dire que est-ce que ça vous amène à penser à Dieu? Est-ce que ça vous amène à penser à la condition de l'homme? Ou est-ce que... Parce qu'on a l'impression que finalement, ce dont vous nous parlez, on n'en prend pas conscience du tout. Vous m'avez appris aujourd'hui cette histoire de temps qui passe et qu'on observe. Et on a l'impression qu'on est totalement... on n'est pas du tout concerné, finalement. C'est difficile en regardant le ciel, moi je pense, c'est difficile de pas évidemment se poser des grandes questions sur l'univers, sur l'origine des choses, sur nous-mêmes et notre place dans cet ensemble-là, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est justement ce qui est aussi extraordinaire dans l'astronomie, c'est-à-dire comme je l'ai dit, il y a des gens qui viennent de tous horizons, mais ça permet d'aborder aussi des tas de domaines différents. C'est-à-dire, l'astronomie, c'est de la poésie, vous allez retrouver ça dans l'art, vous allez retrouver ça dans la philosophie, la science, bien sûr, c'est la base, mais aussi dans des tas d'autres domaines, quoi. Et pour parler de la philosophie, évidemment, on se pose des questions sur... Voilà, par exemple, le simple fait de penser que nous ne sommes peut-être pas les seuls dans cette immensité, forcément,
ça a des implications. Bon, sur l'origine des choses, alors là évidemment c'est une question très personnelle, hein. Certains vont avoir besoin de quelque chose à l'origine d'un créateur, on va dire, hein, voilà. D'autres peut-être non, voilà, bon, enfin. Mais on n'a pas de réponse absolue, voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre non plus. Bien on sûr. Peut pas répondre. Chacun va répondre à sa manière, mais en tout cas, c'est vrai que l'astronomie, c'est quelque chose qui vous ouvre vers des horizons évidemment forcément différents. On n'est pas confronté à l'immensité, à l'infini, voilà, sans bouger en soi-même. Puis, pardon, ça nous pose des questions, parce que j'ai cru comprendre qu'au début, l'univers, ça aurait pu être quelque chose de très petit, très concentré, voilà. Et qui aurait, je ne sais pas si c'est explosé, qui serait parti, enfin qui aurait explosé. Alors on ne comprend pas très bien, comment quelque chose... Alors après, on nous explique que l'univers serait formé de vide, et qu'on est formé de vide nous-mêmes, et c'est vrai que c'est très complexe, et c'est difficile à comprendre, voilà, cette notion, parce que... Mais ça fait en effet rêver, ça fait rêver. Et est-ce que on peut penser, alors bon, c'est la question aussi bateau, mais est-ce que quand on parle d'extraterrestres, parce que j'ai fait un sujet sur le traitement, non pas sur les extraterrestres en tant que tels, mais le traitement qui est fait des extraterrestres, c'est-à-dire certains y croient, certains pays, par exemple la Russie, font des programmes sur les extraterrestres sans tabou, en disant d'autres pays, bon, on n'en parle pas beaucoup comme nous. Vous avez des pilotes de chasse, je ne sais pas si vous le connaissez, comme ce monsieur qui était pilote, qui est encore pilote d'essai, qui est habillé avec une combinaison rouge, on le repère, il a des moustaches, et il est ancien pilote de chasse, il a piloté des appareils, et il dit avoir vu des choses, des boules de feu qui auraient... D'ailleurs, sur le moment, il n'a pas voulu s'exprimer parce qu'on lui a dit n'en parlez pas. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il parle, il dit on m'a doublé à une vitesse phénoménale ou des choses comme ça. Donc, dans un sens, on a l'impression qu'on a des gens sérieux qui nous en parlent. On a aussi les rapports du GEPAN, je crois. Donc, on reconnaît qu'il y a 5% ou 10% d'affaires où on ne comprend pas trop, hein, on ne peut pas expliquer. C'est bizarre quand même, non? Est-ce que, voilà, aussi extraterrestre... Qu'est-ce qu'on peut en penser? Quel est votre sentiment, vous? Parce que c'est intéressant aussi. C'est vrai que c'est une question à laquelle on arrive souvent, quoi, dans les soirées, par exemple, d'astronomie. Bon. Alors, moi, je dirais il y a deux choses. La première, effectivement, il y a des programmes, parce que on écoute l'univers, oui. Et on aimerait bien, certainement, avoir un signal significatif. On écoute, on écoute les ondes, hein, c'est ça. On n'écoute pas avec l'oreille. On écoute la radio, la fréquence, en fait. Voilà. Les ondes radio qui seraient émises et qui seraient surtout... qui aurait une cohérence qui traduirait une intelligence, quoi, derrière. Voilà. Donc ça, c'est très compliqué. Alors, il y a des programmes, effectivement, vous avez parlé de la Russie, mais enfin, aux États-Unis, il y a un programme très célèbre qui s'appelle le programme SETI, donc de recherche d'intelligence. Oui, c'est ça. Donc, parce qu'il y a beaucoup de signaux à traiter, et donc on fait appel aux internautes, par exemple, il y a un outil qui est mis à disposition, et ça permet de traiter beaucoup plus de données, d'informations que ne pourraient le faire simplement les gens qui sont spécialisés dans le programme. Est-ce qu'on a eu des réponses? Alors, on a eu un petit signal, par exemple, qui a fait beaucoup parler, dans les années 70, je crois, je ne suis plus très sûr, qu'on appelle WOW, parce que sur le diagramme qui représente le signal, le scientifique avait marqué WOW, point d'interrogation, comme une exclamation, quoi. Oui, d'accord, oui. Et en fait, alors c'est un petit peu le problème, et je dirais que c'est aussi le même problème quand on parle des observations sur Terre, voilà, maintenant. Oui. C'est-à-dire que il y a effectivement tout un tas de phénomènes un peu bizarres, mais explicables.
Oui, voilà. qui sont liées à la météo, des nuages, pourquoi pas des réverbérations de phénomènes lumineux sur les couches de l'atmosphère. Bon, c'est très compliqué l'atmosphère terrestre. Donc vous pouvez avoir effectivement des choses de ce type. Et puis vous avez effectivement une petite partie des observations qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais moi je dirais, est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à les expliquer que forcément on doit faire appel à des choses voilà, complètement enfin de la science-fiction, on va dire, à l'existence d'extraterrestres. On a dit que c'était compliqué de parcourir de telles distances dans l'univers. Donc pour rendre visite à notre planète, ce serait sûrement très très compliqué. D'où l'idée que ces gens seraient capables de circuler au moins à la vitesse de la lumière. Oui, d'atteindre la vitesse de la lumière. Mais alors ça aurait des implications, là, on va peut-être pas rentrer là-dedans, oui, mais d'après la théorie de la relativité d'Einstein, oui, ça serait quand même très compliqué. Hein. Mais enfin bon, disons, même s'approcher de la vitesse de la lumière, ça ferait que pour venir d'une galaxie comme d'Andromède, il vous faudrait 2,5 millions d'années. Oui, donc il y a déjà un problème. Plus de 2,5 millions d'années, vous voyez. Bon. Oui. Donc, moi je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes, enfin parmi les phénomènes qui sont encore inexpliqués, qui auront une explication. C'est-à-dire que voilà, on a jusqu'à des rencontres du troisième type, hein. C'est-à-dire que là on va s'arrêter là, c'est la faiblesse du témoignage humain, on va dire. Voilà. Mais on a quand même, on a quand même des cas troublants de radioactivité au sol avec des anneaux, vous connaissez un peu ça, enfin vous avez vu, vous avez lu de gens qui constatent des choses. Alors est-ce que, voilà, donc d'après vous ce serait plus ou moins expliqué, mais expliquer quoi? Expliquer qu'il y a quelqu'un ou pas? Alors non, d'abord sur l'observation elle-même. Oui. C'est-à-dire que en tant que, on va dire là, les scientifiques, eux, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir vraiment des certitudes absolues sur l'observation. Et si on dit, bon voilà, ici, on a un taux de radioactivité anormal, et ça correspond à un engin que quelqu'un a vu se poser, etc. Là aussi, c'est très compliqué. Hein. Il va falloir analyser ça vraiment de très près. Et moi, je pense que la plupart du temps, on va s'apercevoir que voilà, Selon vous, oui, alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on n'a pas de visite d'extraterrestres. Ça voudrait dire que... Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les Américains, sur des îles, ont découvert des peuples qui n'avaient pas, entre guillemets, évolué. Alors, le entre guillemets, il est important, et ils les ont laissés. Alors, ce que je crois, je ne sais plus trop où on en était. Est-ce que les extraterrestres, s'ils existaient, n'auraient pas tendance à faire pareil avec nous, se dire ils sont tellement basiques, parce qu'on lit n'importe quoi, et voilà. C'est une hypothèse, ça. Vous savez, parmi les... il y a effectivement... parce qu'il y a des scientifiques très sérieux qui s'intéressent à cette question-là. Il y a par exemple un physicien d'origine italienne et naturalisé américain qui s'appelait Fermi, et qui a émis cette idée-là du paradoxe, qu'on appelle le paradoxe de Fermi. C'est-à-dire que si effectivement dans l'univers il y a autant de planètes habitables, ce qu'il ne savait pas forcément à l'époque, mais il imaginait qu'il pouvait y avoir beaucoup de planètes habitables et que des civilisations aient pu se développer, alors oui, effectivement, pourquoi à un moment on n'aurait pas un contact avec une de ces civilisations? Et là, on a beaucoup de réponses. Alors il faut creuser un petit peu. Il y a beaucoup de réponses ont été données. Et moi, il y a une réponse que je trouve particulièrement intéressante par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui, puisque vous avez fait aussi un sujet sur le réchauffement climatique. C'est que au bout d'un certain temps, ces civilisations trop évoluées s'autodétruisent, quoi. Leur propre technologie les détruit. Voilà. Elles disparaissent. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le temps de partir vers l'espace. On a fait aussi un sujet sur Stanislas Petrov, que vous connaissez peut-être. Vous connaissez? Oui. Donc risque aussi de guerre nucléaire, ou voilà. Donc c'est vrai, voilà, on a cette idée que voilà, donc on était parti arriver là. Et alors est-ce que dans les années qui viennent, en matière d'astronomie, il y a des nouvelles qui se
profils, il y a du matériel nouveau qui pourrait arriver. On est toujours à la quête de ça. Bien sûr. Est-ce qu'on pense que peut-être l'informatique, la liaison avec l'informatique, non? Parce que j'avais imaginé peut-être que... Parce que ce qui est compliqué à voir, c'est que quand on regarde quelque chose en l'air avec un télescope bien braqué, d'abord c'est très dur de le trouver, mais quand on l'a trouvé, il bouge en plus. Oui. Alors est-ce que dans les années qui viennent, on peut imaginer qu'il y aura on va pas dire des progrès, mais des améliorations sur parce que depuis quelques dizaines d'années, c'est toujours un peu le même matériel. Est-ce qu'il y a... Bon, il y a énormément de progrès. D'abord, on parle là des grands télescopes, c'est-à-dire on a une nouvelle génération de télescopes géants qui arrivent, hein, on va dire avec des miroirs. Je vous ai montré un petit télescope, celui-là il fait 10 cm. Voilà. Il y a les grands télescopes, vous êtes à 20 mètres, des miroirs de 20 mètres de diamètre, et qui sont technologiquement des petits bijoux, puisqu'ils sont reliés justement à toute une chaîne électronique qui permet de corriger les perturbations de l'atmosphère. Voilà. D'accord. Vous mesurez en temps réel l'état de l'atmosphère et l'appareillage va corriger l'image en fonction des perturbations de l'atmosphère. C'est un peu comme comment ça s'appelle même sur ces appareils-là, vous avez un appareil qui corrige les vibrations, quoi. Oui. D'accord. Alors on appelle ça optique adaptative. Voilà, c'est ça. 20 mètres de diamètre, vous dites? Oui. Alors ça, c'est la génération actuelle qui observe. Ah oui, d'accord. Et on a une nouvelle génération qui arrive de très grands télescopes, par exemple un 30 mètres de diamètre. Donc on va avoir des surfaces presque le double, pour collecter la lumière qui sont énormes. Et donc on va voir évidemment des objets beaucoup plus petits aussi. Et en particulier, alors on va peut-être pouvoir voir une Terre. Pour l'instant, vous voyez, vous imaginez, vous avez une étoile qui rayonne beaucoup de lumière et autour vous avez des planètes qui tournent. Bon, vous allez peut-être pouvoir voir une grosse planète. D'accord. Parce qu'elle est suffisamment grosse. Mais pour voir une planète de la taille de la Terre qui est toute petite, elle est noyée dans la lumière de son étoile. Bon, avec des instruments comme ça, vous allez pouvoir affiner et peut-être donc voir des planètes comme la Terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, on peut aussi l'analyser. C'est-à-dire qu'en analysant la lumière venant de cette planète, vous allez pouvoir savoir si elle a une atmosphère. Et de quoi est composée son atmosphère? La lumière vous dit ça. Elle vous dit, voilà, il y a une atmosphère et l'atmosphère est faite d'oxygène, d'azote. Et alors, autour de cette Terre, vous avez une atmosphère comme la nôtre. Voilà. Et à ce moment-là, évidemment, vous voyez toutes les possibilités qui peuvent s'ouvrir. Bon. Alors, il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire, on va explorer, évidemment, on va aller explorer davantage déjà les planètes de notre système. On a déjà beaucoup exploré Mars, mais on va repartir sur une exploration martienne parce que là, on n'est pas satisfait. Ce qu'on cherche sur Mars, c'est des traces de vie. Mars aurait pu être un peu une planète évoluant à ses débuts comme la Terre, donc peut-être aussi la vie apparaissant. Et puis ensuite, l'atmosphère a disparu, l'eau a disparu, elle s'est desséchée, et c'est une planète morte aujourd'hui, on va dire Mars. Mais est-ce que dans le sous-sol martien, on peut retrouver des fossiles, par exemple, de cette vie primitive qui aurait pu se développer à l'origine de Mars? Bon, voilà, autre question. On va aller encore explorer des lunes de Jupiter, parce que ces lunes de Jupiter, par exemple, une lune qui est glacée, on va essayer d'aller forer, parce qu'on soupçonne l'existence d'un océan sous cette croûte de glace, et peut-être que dans l'océan, parce que ça existe sur la Terre, des formes de vie, là, des bactériennes, ou peut-être des végétaux très, très primitifs, ont pu se développer. Donc ça, c'est pour l'amour de la science purement. Enfin, ça peut avoir des applications, mais ce sont les États qui décident de ces dotations-là. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce qu'il y a des associations? Ça se passe beaucoup en coopération aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, on parle beaucoup de la Station Spatiale Internationale. La Station Spatiale Internationale, c'est une collaboration. C'est-à-dire, vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez le Japon, vous avez les pays d'Europe, parce qu'actuellement, on a Thomas Pesquet, notre Normand qui est en orbite. Voilà. Donc, c'est beaucoup de la coopération. C'est-à-dire, on n'imagine plus aujourd'hui, vous avez des petits robots qui vont sur Mars faire des forages, faire des photos, etc., prélever des échantillons. Vous avez, par exemple, sur le dernier robot que les Américains ont envoyé, qui s'appelle Perseverance, cette année, une caméra laser qui permet de connaître la composition chimique des roches, qui est française, voilà, qui a été faite par les Français. Donc voilà, aujourd'hui, c'est forcément une coopération internationale. D'accord. Donc il y a... Oui.
Donc oui, ça continue, ça n'arrête Oui, pas. bien sûr. Et les Chinois, alors c'est quoi leur rôle entre ils font un peu cavalier seul ils Alors cherchent voilà, à la Chine ouais. plutôt a tendance à faire effectivement un peu cavalier seul. Elle a une, en fait, elle remonte toute la chaîne, on va dire, Oui, c'est ce que historique j'allais de dire. l'astronautique. Voilà, Ils voilà. ont eu leurs satellites, Mais ils le ont eu font leur- tout seuls. et voilà, de leur côté. Maintenant, ils ont leur station spatiale. Et, Ils ont leur station oui, spatiale. Oui, ils ont lancé une station spatiale et même des équipages à bord de la station Et il y a spatiale. du monde là, Qui là-haut en s'appelle ce moment. Tiangong, oui. Oui, oui. Ah, il y a du monde là-haut. Ah tiens, dites donc. Donc ça veut dire qu'ils ont l'obligation d'aller les approvisionner en nourriture, en oxygène, en tout ça. Oui, alors je crois que bon, pour l'instant, ce sont des missions. Alors, enfin, là, je vais Oui, pas d'accord. parce que c'est très récent, mais est-ce qu'ils ont parce que vous savez, la plupart du temps, ça se fait automatiquement. Il y a des cargos Oui, c'est automatiques vrai. qui viennent C'est vrai. ravitailler l'ISS, par Ce exemple. qui est Donc, incroyable. est-ce qu'ils ont là, je pourrais pas Oui, comme d'accord. ça Mais répondre, ils ont leur station. oui, oui, ils ont, Ah oui, ils ont leur c'est station très orbitale. très très fort. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'elle sert à quelque chose, l'ISS? Parce que certains, j'ai lu des critiques sur l'ISS en disant que finalement, c'était du folklore un peu. C'est sans polémique, mais essayez de comprendre, parce que ça doit coûter quand même des sous. Faut faire bien monter sûr. l'oxygène, faut faire... Alors, enfin, je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais... Donc, Faut tout faire monter. voilà, c'est comme un hôpital. Dans un hôpital, on a des gros camions qui passent pour prendre le linge, pour prendre le bric-à-brac. Voilà, c'est ça. Et on fait tout monter, on fait tout... Enfin, je ne sais pas si on fait tout redescendre. Alors si, vous avez une sorte de benne à ordures qui vient, c'est-à-dire que tous les déchets sont placés dans un de ces vaisseaux de ravitaillement qui est venu apporter le ravitaillement. D'accord. On met tous les déchets à l'intérieur et puis on va lâcher cet engin dans l'atmosphère terrestre où il va se désintégrer par la température, la chaleur, il se désintègre. Donc on détruit les ordures en fait comme ça. Ouais. Ah, j'avais pas vu ça, d'accord. Et alors, il faut rappeler que contrairement à ce qu'on pense, mais bon, c'est vrai que envoyer quelque chose tout là-haut, c'est très 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 coûteux et c'est en énergie. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un coup de lance-pierre ou c'est pas une énergie qui correspond à celle d'un 747 pour aller à 10 000 mètres. Ça n'a rien à voir. Et pourquoi? À cause de la parce qu'on n'a pas d'atmosphère après. Pourquoi à cause de la gravité, c'est-à-dire que plus vous cherchez à échapper à la gravité terrestre et se mettre en orbite, c'est plus qu'un avion. Si vous voulez, un avion, il reste soumis à la gravité. Hein. Oui. Il ne va pas s'échapper vers l'espace. Quand vous placez une station en orbite, vous devez la placer à une certaine altitude. Oui. On va dire on est à 400 km d'altitude par rapport à la surface de la Terre. Et donc, pour la mettre en orbite, vous devez lui fournir une vitesse suffisante qui lui permet en fait d'échapper, pas complètement, mais d'échapper suffisamment à l'attraction pour qu'elle puisse ensuite se mettre en orbite. Donc c'est de l'ordre de 11 ou 12 km secondes, quelque chose comme ça. Non, c'est ça. Donc ça représente on se représente la quantité d'énergie que ça demande de déployer. Oui, bien Alors sûr. je ne sais pas si vous êtes allé à un départ de fusée, moi j'y suis jamais allé, mais il paraît que vous y êtes allé. Oui, en Guyane. Alors ça doit être bruyant. Il paraît que c'est bruyant. C'est très bruyant. C'est bruyant. Très bruyant. Mais c'est formidable. Enfin, parce que c'est une puissance qui est. Alors, c'est vrai il y a des aspects certainement critiquables mais sur le plan environnemental, etc. Oui, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène, non? Oui. Mais pas seulement. Enfin, on utilisait aussi des. Il marche pas au diesel, rassurez-moi. non, mais on utilisait des produits moins sympathiques. Voilà, c'est ça. On essaie maintenant dans tout, de rendre ça plus propre. Mais c'est très 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 puissant. C'est extraordinaire. Et vous l'avez vu à quelle distance? Je sais pas, on était à plusieurs kilomètres. Et même distance, à plusieurs kilomètres, c'est bruyant. Le sol tremble et vous sentez les tremblements, les vibrations. Hein, c'était une fusée Ariane. D'accord. C'est très très impressionnant. Ouais. D'accord, voilà. Alors, est-ce que vous avez des sujets que vous voudriez aborder? Juste, puisque on peut terminer là-dessus, c'est-à-dire puisque vous parliez de ce qu'on peut attendre encore de l'astronomie, évidemment, c'est une réponse à la question, la grande question, c'est l'origine de l'univers, puisque vous avez un petit peu évoqué, alors c'est pas l'explosion, mais quand on parle du Big Bang, c'est-à-dire l'origine de notre univers, on regarde l'univers aujourd'hui et qu'est-ce qu'on voit? On voit des galaxies qui s'éloignent les
unes par rapport aux autres. Donc, si vous remontez le film à l'envers, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ces galaxies qui vont se rapprocher, et puis de plus en plus vous remontez dans le temps, de plus en plus elles sont proches, jusqu'à atteindre un point où effectivement l'univers aurait été tout concentré en un point infime. Voilà, on nous raconte quelque chose comme la tête d'une épingle ou une orange ou je ne sais quoi. Peut-être moins que ça. Hein. Oui, alors là, ça a du mal à faire à passer. En général, ça a du mal à passer, mais... On comprend qu'on ait du mal à se figurer ça. Et c'est une théorie, ça reste une théorie. Hein, parce que ce serait parti d'un... Parce que oui, c'est ça. L'éclatement, il est dans tous les sens à 360 degrés. Enfin, je sais pas, dans toutes les directions. Oui, on a tendance à penser que ça part à droite ou à gauche. Non, ça part... C'est comme si vous faisiez péter un pétard au milieu d'une pièce. Voilà, ça partirait, le sang, ça part dans tous les sens. Quoi. Oui, mais c'est comme il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, de toute façon. Non, mais comme vous dites, c'est-à-dire que cette fausse image de l'explosion, hein, donc c'est pas du tout une explosion, parce qu'une explosion, ça supposerait, comme vous venez de le dire d'ailleurs, cette image du pétard dans une pièce. Oui. Il n'y a pas de pièce, c'est-à-dire que la pièce, l'univers, il se crée en même temps que sa naissance. Voilà. Et c'est ça qui est un petit peu difficile aussi à comprendre. Oui. Et donc il s'étend depuis 13 milliards, 800 millions d'années, hein, d'ailleurs à des vitesses plus ou moins grandes, et en ce moment, et depuis peut-être 5 milliards d'années, il semblerait que l'expansion de l'univers se soit accélérée. Curieux. Et ça, c'est la chose la plus étonnante, c'est-à-dire que sur cet univers qu'on observe, il y a déjà à peu près un quart de la matière de l'univers que l'on ne connaît pas, qu'on appelle la matière noire, d'après la théorie. Oui, ça fait un peu Star Wars, c'est sympa ça. C'est ça. La matière noire. Bon, et donc sur ce qui reste, les 75%, vous avez près de 70%, puisque l'expansion de l'univers s'accélère, ça doit être lié à une force, à une énergie qui accélère cette expansion, qu'on appelle énergie noire. D'accord, qui jouerait pour près de 70%. On est à 95%. Ça veut dire que l'univers que nous voyons aujourd'hui, que nous observons aujourd'hui avec les lunettes, les télescopes, ce serait peut-être pas 5% de la totalité de l'univers qui existerait en réalité. D'accord. Voilà. Donc, s'il y a une grande question à laquelle on doit répondre, c'est bien celle-là. C'est-à-dire que, d'abord, la matière noire, les 25%, le quart, là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Est-ce que c'est une matière différente de celle qu'on connaît, de laquelle on est fait, les arbres, etc. Ou est-ce que c'est autre chose? Bon, ça peut être autre chose, quelque chose qu'on a mal interprété, qu'on a mal compris. Et puis, les 70% d'énergie noire. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie noire? Qu'est-ce qui pousse l'univers à accélérer sa vitesse d'expansion? Et tout ça, ce sont des questions, les questions d'avenir, et qui rejoignent, et c'est ça qui est aussi extraordinaire. Petit, peut-être. Exactement. C'est-à-dire qu'on va chercher aussi des réponses, par exemple dans le fameux LHC, le grand collisionneur qui a été construit entre la frontière française et suisse, et qui accélère des particules à très grande vitesse pour éclater des atomes et voir ce qui se passe, à très grande énergie. Et là, on espère remonter vers aussi les origines de l'univers. C'est-à-dire c'est l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et donc tout ça, c'est vraiment passionnant. Oui, en tout cas, ça me passionne. Alors nous voilà donc à la fin de l'entretien. Je vais vous remercier de nous avoir accueillis. On a eu vraiment une discussion. J'ai rarement vu de ma vie, sauf dans certains cas, le temps passer aussi vite, les bobines passer les unes après les autres, puisque 20 minutes d'un seul coup. Alors c'est la relativité du temps. Et alors, donc, je vous invite donc à venir voir la SNORA, 52 rue de la Folie, c'est ça. N'y allez pas n'importe quand, parce qu'il faut sans doute prendre rendez-vous, je pense. Oui, et puis bon, sur le c'est plus facile de par mail, donc asnora@laposte.net. Donc c'est facile. Voilà. Envoyez-nous des messages et puis voilà. Et puis la chute, c'est ce serait bien quand même incroyable si vous n'arriviez pas à vous rencontrer. Aujourd'hui, je me suis dit, on s'était fixé 15 heures ici, un lieu, une date pour quelqu'un qui fait de l'astronomie. J'osais imaginer qu'on allait se rencontrer. C'est possible. Voilà, alors, c'est possible. Il y aurait une autre chute possible aussi. Alors, ce serait Pierre Dac.
Pierre Dac, puisqu'on cherche sur la question des origines, à l'éternelle question sur l'homme, d'où venons-nous ? Alors, qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Je répondrai en ce qui me concerne, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Voilà. Eh bien, merci. Nous vous remercions et nous nous retrouvons dans quelques temps. Merci, au revoir.